Depuis 2013, le pont Jacques Chaban-Delmas relie les deux rives de Bordeaux. Un ouvrage singulier puisque son tablier central se lève pour laisser passer les grands navires. Lorsque l'on a le privilège de monter dans l'un de ces pylônes, on découvre une vue étonnante avec d'un côté la cité du vin et le quartier Bacalan, de l'autre la ville ancienne classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Aujourd'hui, je vous emmène en balade dans la capitale girondine à la rencontre de personnages attachants. Au programme, un boulanger à la forte personnalité qui fait cuire son pain dans un four à bois datant du XVIIIe siècle. Vous découvrirez ensuite un collectif bordelais de danseurs de breakdance, des artistes, des sportifs de haut niveau puisqu'ils ont été, peu de personnes le savent, champions du monde en 2019. Après avoir dégusté le savoir-faire d'une chocolatière qui cultive avec gourmandise sa différence, j'irai me faire tirer le portrait par un photographe, pas comme les autres, qui utilise des techniques datant de l'invention de la photographie. Cap sur Bordeaux, une journée pas comme les autres. C'est l'heure des lève-tôt, celle où l'on peut admirer la ville quand elle dort encore. Celle des travailleurs qui œuvrent en coulisses pour que le réveil de la belle se passe le mieux possible. Dans sa boulangerie artisanale du quartier des Chartrons, Serge s'affaire à charger l'impressionnant four. Sa fierté, cuire ses pains au feu de bois. Bonjour. Salut Serge. Salut Eric. J'arrive au bon moment. Il est 5h30 là, 6h. Tu t'es levé à quelle heure toi en fait? Moi, je me lève quand il y a besoin. Mais bon, mon premier boulanger, lui, il est arrivé, il était 9h hier soir. Ah carrément, ça a commencé hier soir. Ouais. Mais ouais, parce que la première chauffe est très très longue. Ah, il y a les flammes, ça y est. Là. Ouais. On commence à l'entendre, écoute. T'entends? C'est une jolie musique. Ça ronronne. Donc tu vois la flamme là? Elle commence à être sympa. Ah oui, Voilà. elle est carrément sympa. Là, ça commence à chauffer. La chauffe du four, pour toi, c'est un moment essentiel? C'est... Il y a la farine qu'il faut qu'elle soit bonne, il y a le boulanger qui soit pas trop mauvais, et puis la chauffe fait qu'il faut qu'il soit bien. Voilà, c'est un complément de tout qui va t'amener au résultat qu'on fait, quoi. Mais ça veut dire que tu es capable de lire, entre guillemets, le feu? Parce que là, il n'y a pas de thermostat. Non, mais après, c'est l'habitude, c'est à force de faire... tu sais, même si un boulanger n'est pas trop instruit, comme je dis souvent, si tu crames ton pain, tu sais qu'il faut que tu chauffes la fois d'après un peu moins. Dis donc, ce four, il date de quand? Alors, 1765. C'est pas le plus vieux de France en artisanal, mais bon, je pense qu'il doit être en tête de liste. Faire du bon pain est un long processus. La veille, il a fallu préparer le levain, puis pétrir la pâte et la laisser reposer. Après quelques années de recherche, Serge a trouvé la bonne recette pour faire le pain qui fait sa renommée, le gascon. Tout est fait à la main, si je comprends bien. Sauf le pétrissage. Une fois que le pain est pétri, tout est fait à la main. Mais moins tu as de mécanique, plus tu as de qualité. Le geste, la main, le regard, c'est ça la recette, entre guillemets. Ça, le geste, ça fait qu'une quarantaine d'années que je le fais.
Waouh. Visuellement, c'est un spectacle hein, déjà. L'odeur est pas mal aussi. Alors explique-moi, comment tu sais que le pain il est bien cuit? Il y a l'habitude, mais sinon, si tu sais pas, tu prends ton pain, tu le tournes à l'envers et tu tapes. Tu sens ce bruit un peu sourd. Ah ouais. Voilà, là le pain il est cuit. Voilà, tu vois. Là, tu as comme une espèce de clé qui a pété. Moi, je trouve que c'est joli. Celui-là, il est joli, parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais celui-là, il est plus joli encore. Ça va un peu moins parce que sur le côté, donc la poudre est fine. Mais je vais vous prendre un Le garçon compteur du stylo. Celui-là ou pas? Ouais, très bien. Ah, ce son. Voilà, une Fais petite voir. tranche. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, je le goûte comme ça déjà. hein. Alors, c'est tout ce que j'adore. La croûte, elle est vraiment croustillante, croquante. vu Et après, l'épaisseur ah ouais, T'as vu l'épaisseur de la croûte? ah ouais. Il fait presque 1 centimètre. Donc là, le pain, il va se conserver, il n'y a pas de souci. T'as des souvenirs d'enfance, toi, reliés au pain, à cette odeur quand Et tu moi, j'ai la cuis chance d'être une famille de 14 boulangers. Mon père n'était pas boulanger, mais il aidait mon oncle, qui était à la cité de Carcassonne. Et mon oncle qui défournait le pain, l'odeur du pain et tout. Et vas-y, petit, serre-toi. Et allez, bam. Et là, à midi, je ne mangeais jamais chez lui. Parce qu'on grignotait toute la journée. Alors, je sais pas si tu sais, mais au Moyen-Âge, on disait manger companicum. C'est-à-dire manger avec du pain. Et companicum, ça a donné compagnon et ça a donné copain. C'est-à-dire que le pain, il parle de convivialité, en fait. hein. Mais la table, déjà. En général, on mange rarement avec des gens qu'on n'aime pas. Donc déjà, il y avait les copains, et puis bon, le côté festif. On dit parfois que les vins ressemblent aux viticulteurs. Ben, je sais maintenant que les pains ressemblent aussi aux boulangers, parce que ce pain, en fait, il est à ton image. Il est plein d'énergie, il est goûteux et il est craquant, comme toi. Merci beaucoup. Je sais de quoi tenir toute la journée, là. Nickel, impeccable. À la revanche. La capitale girondine est réputée pour son riche patrimoine, avec notamment la fameuse façade des quais unique en Europe, le centre-ville, héritage du siècle des Lumières, et la cathédrale Saint-André, un chef-d'œuvre gothique dont les origines remontent au XIe siècle. Bref, Bordeaux, c'est avant tout du patrimoine ancien, mais cela ne l'empêche pas de vivre avec son temps. Vous allez le constater, ceux avec qui j'ai rendez-vous font bouger la ville. Ah, super. Bravo. Merci. Alors, breakdance, est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est les deux? Moi, je dirais que c'est un art. C'est un art qui vient de la rue, mais ça reste un art dans le sens où c'est une énergie, comment dire, qui vient du cœur, qui vient du corps. Après, ça reste sportif parce qu'on fait des choses qui ça reste assez physique. Donc ça, comme tu as pu le voir. Donc aujourd'hui, c'est un art sportif, on peut dire. C'est joli, un art sportif, ça me plaît bien. On peut dire ça. Fondé à l'initiative de quelques pointures bordelaises de la danse hip-hop, le collectif La Squad compte une dizaine de membres de 15 à 30 ans. En 2019, ces danseurs virtuoses ont conquis un sommet. Ils sont devenus champions du monde de breakdance. Vous avez éliminé les Américains, après les Japonais, et en finale, vous rencontrez les Sud-Coréens qui sont 8 fois champions du monde. Il y a quoi? Il y a une tension, on se jauge. Vous savez la musique qui va être proposée par les DJ? Alors non, pas du tout. C'est 100% improvisation dans la musicalité, tu vois. Donc on nous lance un son, il faut qu'on puisse improviser sur la musique.
Qu'est-ce qui a fait la différence, d'après toi, que vous ayez remporté cette compétition? Franchement, je pense que déjà l'esprit d'équipe, l'esprit du groupe, tu vois, on a fait qu'un. Vraiment, la squad, ça a fait qu'une seule entité, qu'une seule énergie. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Donc voilà, chacun a mis la pierre à l'édifice et c'est ce qui fait qu'on a gagné, quoi. Qui sait, ces Bordelais apporteront peut-être à la France des médailles olympiques. Car pour la première fois, en 2024, le breakdance sera une discipline aux Jeux Olympiques de Paris. Tom, tu penses que les gens ont conscience déjà de ce qu'est votre travail d'entraînement et puis surtout du niveau que vous avez atteint? Non, ça c'est sûr que non. On est des artistes, mais on est aussi des sportifs de haut niveau. On s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, voire plus, si on compte pas le gainage, l'entraînement, la musculation, etc. Du coup, Parce on est que obligé. vous êtes des sportifs de haut niveau, faut le dire. Bien sûr, Ouais. bien sûr, parce que ce qu'on fait là, c'est très physique quand même. Genre, c'est pas tout le monde qui tourne sur la tête, qui tient sur les mains et qui sort. Je te confirme. Du coup, c'est ça aussi. C'est pour ça que je dis que c'est une discipline qui est pas connue. Mais je pense que les JO, ça va faire du bien pour ça. Parce que là, on vous voit à l'entraînement, mais il ne faut pas oublier, il y a quand même cet échange avec le public. C'est-à-dire que vous êtes aussi influencé par lui, j'imagine, quand la façon dont vous dansez. Moi, en fait, depuis tout petit, déjà, le public, c'est ce que j'essaye de mettre dans la poche. Si le public, je les rends souriants, ils sont contents, ils aiment ce qu'ils regardent, pour moi, c'est le principal. Et sans eux, je danserais moins bien, c'est sûr. La danse, c'est naturel. Tout le monde, en gros, sait danser parce qu'il y a ce côté, on bouge, on danse, c'est naturel. Et nous, moi en tout cas, c'est de le vivre pleinement, de le faire progresser, de le faire comprendre aux autres, de communiquer avec. Parce que c'est aussi une façon de communiquer, de se faire comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, Bordeaux occupe une place un peu particulière dans le milieu du hip-hop? Bordeaux, aujourd'hui, c'est vraiment la ville qui représente le break en France. Il y a vraiment une manière de voir la danse à Bordeaux qui est très différente des autres pays. Donc, Mais il y a des gens qui viennent de l'étranger à Bordeaux en se disant c'est la ville où il faut venir. Bien sûr. Dans une forme de avec fun, de partage, d'échange. Il y a vraiment une manière de voir la danse à Bordeaux qui est très différente. Il y a de la joie en fait Il y a dans la ce que joie. vous faites. Voilà, il y a de la joie. Il y a de Ouais. la joie. C'est devenu notre force. Bordeaux a un privilège, celui de partager son patronyme avec un produit prestigieux qui lui a permis d'être connu dans le monde entier, le vin. Mais il n'y a pas qu'en viticulture que la notion de terroir, de cru a son importance. Il en est de même pour le chocolat gourmandise qui a totalement changé la vie d'une jeune femme avec qui j'ai rendez-vous. Elle est en plein travail dans son atelier. Asna, c'est l'histoire d'un joli parcours. Car cette maman de 2 enfants, née au Maroc, a pas mal bourlingué avant de trouver sa voie. C'est en participant à une émission de télé-réalité culinaire, Masterchef, qu'elle va découvrir ce qui est aujourd'hui sa passion. Dans son atelier, l'équipe travaille au chocolat de Pâques. Alors, généralement à Pâques, on a l'habitude de voir des cloches, des petits lapins. Si j'ai bien compris, c'est pas ton truc, toi. Pour les jolies pièces, je m'éloigne de plus en plus du lapin, de la cloche, de la poule. Qui nous impose de faire ça tout le temps? On peut changer, hein, on n'est pas obligé. Ouais, c'est presque un désir même du contre-pied, si je comprends bien. Ben, clairement, le moyen pour nous de sortir d'une routine, de s'amuser, de proposer autre chose. Là, par exemple, cette année, le thème, c'est le voyage, hein, parce qu'on est privé un peu de voyage. Oui. Donc, il y a un avion, une mallette. Je ne pense pas que nos clients, ça leur manque les lapins et les poules. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que je suis très intrigué par ces formes-là. Alors, cette année, on a décidé de remplacer les œufs moulage par des cabosses. Une cabosse, c'est quoi? La cabosse, c'est le fruit du cacaoyer. En 2014, Asna ouvre sa première boutique atelier, qui porte bien son nom, La Fèverie. Celle qui met un soin particulier à sélectionner des fèves de cacao de très grande qualité, sera désignée en 2016 meilleure chocolatière de France. Donc les voici, les fameuses fèves de cacao.
c'est un bel objet, c'est beau hein, à regarder la brasser comme ça. Exactement. C'est un peu hypnotique presque. Ah oui, c'est ça la graine. Si elle était juste sortie fraîche, on la plante, ça donne un cacaoyer. On mange la graine. Je ne sais pas quelle forme ça a, un cacaoyer. C'est un arbre carrément? Oui, à l'état sauvage, il peut atteindre jusqu'à 15 mètres en Amazonie par exemple, mais ça reste un petit arbre. C'est un fruit en fait, la cabosse. Oui, et une fois que vous ouvrez la cabosse, vous avez à l'intérieur les graines, qu'on appelle les fèves, et c'est avec ces fèves-là qu'on fait le chocolat. Tu as du coup des fèves originaires de combien de pays au total ici? On va dire une quinzaine de pays. Ah oui, tant que ça. Oui, on est un peu gourmand dans les variétés. Cette belle machine, on l'appelle guillotine. C'est physique hein, le chocolat. Hein. Waouh. Comme un livre, on va lire dans la fève. Et là, vraiment, c'est un voyage à travers 3 pays. Guatemala, la Tanzanie et la République dominicaine. Visuellement, c'est un tableau déjà. C'est incroyable la couleur différente C'est énorme. des fèves. Là, c'est tout blanc. Là, Voilà on ce est, que on je est cherche. presque dans du raisin, quoi. Mais alors, ça peut se goûter comme ça aussi directement là? Clairement. Et on va goûter comme ça, à cru, sans qu'elle soit torréfiée. Voilà. Et là, Alors déjà, il y a le croquant. Alors c'est incroyable parce que immédiatement, il n'y a pas obligatoirement beaucoup de parfums, beaucoup de saveurs et ça explose tout à coup derrière. à titre indicatif, on a à peu près 500 notes aromatiques dans le vin, on a 500 notes aromatiques dans le chocolat. Dans le café, on est autour de 800 notes aromatiques. En fait, chaque végétal va transmettre des notes aromatiques, ça dépend. Mais en tout cas, le cacaoyer, grâce à la variété, le terroir, la fermentation, la torréfaction, va créer ce qu'on appelle les précurseurs d'arômes qu'on peut nous sublimer en tant que chocolatier. Mon regard est attiré, pas que mon regard, par ces chocolats où je vois des jolis mots dessus. Margot, Saint-Estèphe, Saint-Julien, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est notre spécialité de ganache au vin. Oui. Ça a déjà été fait, ça? Alors, je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, c'est une recette qui a été brevetée. La technique a été brevetée parce qu'il fallait trouver l'équilibre entre le vin et le chocolat. Donc là, il y a un petit peu de vin dans ta préparation de ganache. Ouais, même plus qu'un petit peu. Mais on peut le consommer sans modération malgré tout. Oui, parce qu'une fois que le vin est un peu chauffé, tout ce qui est alcool, ça s'évapore. Mais en tout cas, il ne reste plus que l'arôme fruité. Ah ouais, non, mais c'est carrément très très bon. Et le tu dois avoir l'habitude de l'entendre. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu es devenue chocolatière, c'est-à-dire donner du plaisir? Clairement. Je le vois dans les yeux des gens. Quand je dis que je suis chocolatier, on va « Ah, c'est génial !» C'est un métier pour moi extraordinaire. Avec le chocolat, il y a quasi systématiquement un retour vers l'enfance. Est-ce que c'est le cas pour toi? Tu as des souvenirs de chocolat? Oui, moi, mon premier souvenir, j'avais 8 ans. À Pâques, ma maman m'a acheté une chaussure, une bottine en chocolat. Je me rappelle, j'avais mangé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et j'observais cette bottine parce que je me demandais comment on arrivait à faire quelque chose d'aussi beau, d'aussi parfait. Je voulais même la mettre à ma poupée. Et je pense que ça m'a marqué comme souvenir. Et à chaque fois que je fais une pièce, pour moi, Pâques, c'est magique dans ce sens-là. À chaque fois que je fais une pièce, je me dis, j'espère qu'un enfant aura la même sensation que moi quand j'étais petite. Donc je peux la casser? Ah oui, avec plaisir, c'est Allez. fait pour. Il y a un petit marteau et puis c'est parti. Oh bah, je l'ai cassé généreusement. Excellent. Faut quand même avouer, c'est assez difficile de résister à l'envie de prendre une photo de cette façade des quais. Et là, en plus, il y a la porte Caillot qui date de la toute fin du Moyen-Âge. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec nos téléphones, on a un appareil photo à disposition en permanence. Je ne sais pas si vous savez, mais on estime qu'il se prend dans le monde chaque seconde 35 000 photos, aussitôt prises, aussitôt oubliées. Le photographe avec qui j'ai rendez-vous maintenant n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Lui, il revient au temps des origines de l'invention de la photographie, quand prendre un cliché était toute une aventure qui demandait beaucoup de patience, et ça se passe juste à côté, au quartier Saint-Michel.
Salut Pierre. Salut Eric. J'admire tes photos, mais je dois avouer, mon regard est attiré par cet appareil photo. C'est quoi, ce qu'on appelle une chambre? Exactement, c'est une chambre d'atelier. Et qui date de quand alors? Qui date de 1925. Waouh, quel voyage dans le temps. Ouais, elle a été sûrement importée des États-Unis, celle-là, parce que c'est une Eastman Kodak. Si tu veux, d'ailleurs, on peut faire un portrait de toi si tu. Allez, bah, je veux si bien, je m'assois là. Oui. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est la mise au point. Et pour ça, je suis obligé de te caler la tête. Carrément. Carrément, parce qu'on a... Alors, pourquoi? C'est parce que le temps de pause est long, c'est ça? Exactement. Oh, j'ai l'impression d'être un siècle en arrière. Je fais la mise au point sur ton visage, et plus exactement sur tes yeux. Maintenant qu'on a fait la mise au point, la plaque sur laquelle j'ai mis le collodion se trouve dans le noir dans ce châssis. Alors le collodion, c'est quoi? C'est un produit chimique photosensible? C'est ça, c'est un produit pharmaceutique au départ. Voilà. Donc maintenant, il ne faut pas que tu bouges pendant, on va dire, 4 secondes. Ah, quand même, ouais, 4 secondes. Maintenant que tout est calé... Ah, parce qu'il n'y a pas de déclencheur, en fait, c'est en avant le cache. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. Donc, est-ce que tu es prêt? Allez, je me concentre et je ne bouge pas. 3, 2, 1, ne bouge plus. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est des secondes. J'ai cligné de l'œil. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est... Il n'y aura pas de souci. Ah ouais, mais c'est incroyable, c'est en train de... On dit... Je comprends pourquoi ta maison s'appelle le Spectre, parce que c'est une apparition fantomatique, là. C'est ça. Donc là, maintenant, j'ai passé le bain d'arrêt. Hein, c'est de l'eau déminéralisée. Donc là, hop, c'est pareil, ça va assez vite. Et maintenant, on peut allumer. Hop, on va passer donc le fixateur. Oh, regarde-moi. Ouais. Oh, c'est carrément magique. Tout d'un coup, je me mets dans la tête de ceux qui découvraient au début de la photographie leur photo, leur image. Leur image, c'est pour ça que ça pouvait c'est de la sorcellerie, quoi. C'est ça, c'est ça. Magnifique, mais vraiment magnifique. Alors, ce qui me surprend, c'est la finesse du grain et il y a une variété dans les teintes de gris. Oui, absolument. Le collodion est réputé pour ça, pour sa finesse de grain. Tu as fait beaucoup de portraits d'artistes. Alors, il y a Arthur H, Maceo Parker, Bertrand Belin. Pourquoi tu as choisi cet appareil pour notamment, comme ça, immortaliser ces artistes? J'ai jamais oublié dans un coin de ma tête ce côté charnel avec la photographie en général et les bains, les odeurs qu'on a complètement perdu en numérique. Et ce procédé-là permet justement de rentrer dans la peau des personnages. Et ce rendu aussi qui, moi, me plaît énormément, quoi. Parce que ce procédé photographique apporte intensité et vérité, Pierre l'utilise pour de nombreux projets. Après avoir publié un livre, Les rêves d'avant la route, sur le parcours de migrants, il s'est récemment lancé dans une série sur les commerçants de son quartier. Il faut rappeler que la photo que tu fais, c'est un exemplaire unique. Ça donne de la valeur à l'objet photo, une valeur qu'elle n'a plus aujourd'hui. Oui, dans la mesure où on est complètement à contre-pied de la photographie actuelle, où on a l'habitude de faire des Instagram et de faire 10 photos à la seconde. Là, on met 20 minutes pour faire une photo. Donc là, on est encore une fois sur un autre espace-temps. Et c'est ça qui est fabuleux, quoi.
Je voulais te féliciter pour ton travail, parce que finalement c'est une belle façon de conclure cette balade qu'on a fait aujourd'hui dans Bordeaux. Tu es allé chercher une technique entre guillemets ancienne, mais tu l'appliques avec ton regard très moderne. Et vraiment bravo, c'est magnifique ce que tu fais, Pierre, chapeau bas. Merci beaucoup.